Et c'est parti pour cette chronique pour l'entrepreneur, Melchior Chassagne, du 12 février 2021. Nous accueillons aujourd'hui deux invités et nous aurons la chronique de Jean-Christophe. Donc, vous savez que ces chroniques sont en live et il faut demander à pouvoir y participer. Donc, c'est assez simple. Vous prenez contact avec nous et on vous met sur la liste. Elles sont aussi rediffusées sur les réseaux sociaux, donc YouTube en direct et bien sûr dès la fin de la journée, vous l'avez dans la playlist de la chaîne Melchior Chassagne et compagnie, mais également sur les réseaux sociaux. De temps en temps, on vous choisit une chronique et on vous la met devant vous, souvent sur LinkedIn. Nous accueillons aujourd'hui notre premier invité, Jérémy. Et Jérémy Doucan est un accompagnateur d'entrepreneurs. C'est quelqu'un qui a une très grande expérience de l'accompagnement d'entreprises et d'entrepreneurs de toute taille, mais notamment d'entreprises d'une taille, on va dire, assez importante. Et il a récemment, vous l'avez peut-être vu, fait un excellent article sur LinkedIn. Et c'est à ce titre que nous l'avons invité pour nous parler de cette idée qu'il a développée récemment. Et sans plus attendre, Jérémy, je te donne la parole. Merci beaucoup notamment Patrick et Jean-Christophe. En effet, aujourd'hui, l'idée est de parler d'un concept qui a été beaucoup utilisé ces derniers temps dans le contexte de crise, qui est la question de résilience, en essayant d'appliquer à l'économie et notamment aux entreprises françaises. Et j'ai trouvé que c'était un concept qui était intéressant, mais qu'il était souvent utilisé sans qu'il soit suffisamment défini ou caractérisé, et donc des fois également utilisé, d'après moi, à mauvais escient. Donc l'idée était un peu de creuser ce concept avec en effet une approche plutôt théorique et personnelle. Et cette réflexion m'a amené à relier ce concept avec un autre dont on va parler aussi ce matin, qui est celui d'un risque, le risque d'intermittence. Donc, voilà. Donc ce que je vais vous présenter ce matin, c'est en effet quelques planches liées à l'article un peu plus de fond que j'ai produit, notamment mercredi sur LinkedIn, comme le disait Patrick. Donc vous m'excuserez parce que je n'ai pas vraiment travaillé ce sujet pour le présenter, donc ça va être une première. Voilà. Donc j'essaye, donc les aléas du direct, de partager mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Alors, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, crise Covid pour les entreprises, risque d'intermittence et potentiel de résilience. Euh, Tu Comme peux peut-être Patrick... te mettre en mode présentation en revanche. Alors, en mode présentation, mais ce qui fait que je ne vous verrai plus, c'est ça? C'est F5. Vous voyez ça? C'est mieux? Là, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Donc, comme le disait Patrick, en fait, moi je fais de l'accompagnement stratégique et dans ce cadre-là, dans le cadre notamment récemment d'une mission, évidemment, quand on se pose la question du point de départ stratégique et de la vision stratégique, de la projection stratégique, on passe par une réflexion sur l'environnement. Donc, on décrit l'environnement et quand on réfléchit à notre environnement, régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, on se pose la question de l'évolution sur la durée de l'environnement, donc des tendances. On s'est appuyé sur des travaux de qualité de BPI France, du lab, qui avait produit justement une réflexion sur les grandes tendances qui étaient déjà émergentes avant la crise, mais qui avaient été certaines renforcées par la crise. Et donc j'ai continué un petit peu à réfléchir et je me suis demandé ils avaient listé une petite dizaine de tendances. C'est vrai que moi, à chaque fois que je réfléchis, j'ai tendance à essayer de me dire, bon, mais quelles sont les plus importantes pour avoir un nombre plus restreint. Et c'est vrai que j'aime bien, moi, essayer d'articuler les choses plus ou moins autour du nombre 3. Donc, je me suis dit, mais fondamentalement, c'est quoi la tendance qui est déjà présente, qui va s'amplifier, celle qui est déjà émergente et qui va s'amplifier, puis celle qu'on ne voit pas encore ou vraiment pointer le bout de son nez et qui va s'amplifier. Et il m'a semblé qu'en fait, ces trois tendances étaient la personnalisation et l'individuation, qu'on voit tous les jours. Donc, les exemples de Netflix, Amazon sur les personnalisations de recommandations est évidemment un très bon exemple. Dans notre vie quotidienne, on peut considérer que l'industrie du futur, dont on entend aussi beaucoup parler dans le monde B2B, est une tendance. On le voit dans le monde
de l'automobile, de la menuiserie, des fenêtres, etc. Tous ces sujets de personnalisation, de couleurs, de format, etc. Enfin, ce sont des choses qui sont déjà très présentes et qui préoccupent et occupent beaucoup les réflexions des dirigeants. Celle qui est déjà présente, mais qui va apparemment fortement s'amplifier, qui n'est pas encore totalement installée, c'est celle de l'omnicanal, du digital. Donc on connaît, on l'a revu au moment de la crise sur ce sujet, enfin de e-commerce et de click and collect. Je considère en fait que ce qu'on appelle le télétravail, qui est littéralement une perception de travail à distance, est en fait une façon de rejoindre cette tendance d'omnicanal, c'est-à-dire que le travailleur on n'ajoute pas un canal de travail comme on ajoute un canal de distribution et on ne fait pas du multicanal, mais c'est plutôt dans une vision un peu de flexibilité, avec du coup, à contraire des problématiques, un peu de prévisibilité, vraiment la réunion concordante et y compris du coup avec des fois des problèmes de désorganisation de deux canaux. Et la troisième tendance, c'est justement celle qui est naissante, mais qui, selon moi, enfin, sans aucune certitude, peut-être va vraiment prendre une très forte ampleur et aura un gros impact, c'est celle de l'intermittence. Là où on le voit déjà fortement, c'est sur la question de la production, notamment d'électricité, puisque avec cette tendance vers les énergies dites vertes, propres, le vrai sujet par rapport à notre production actuelle, c'est qu'en fait, ce sont des moyens de production intermittents. Et donc, du coup, forcément, si réellement ces moyens se prennent de plus en plus d'importance, la question de l'intermittence et de la gestion, notamment des pics de production, et des pics de consommation en l'occurrence, va se poser de plus en plus, sachant que ce n'est pas juste une problématique de confort d'avoir une électricité en continu, ça a évidemment de grandes conséquences d'un point de vue activité économique. Je considère aussi qu'on a déjà un début de cette tendance dans ce qu'on appelle, il me semble, indûment l'économie de partage. J'ai l'impression que l'économie de partage n'est pas réellement une économie de partage. Quand on est plusieurs propriétaires d'un bien, je ne sais pas moi, d'un studio à la montagne, et qu'on en profite chacun son tour, on partage un bien et on partage cette notion de propriété. Quand en fait, avec un Vélib par exemple, on partage un vélo, en réalité, il me semble qu'on est plutôt locataire par intermittence, loueur par intermittence. C'est-à-dire que quand c'est notre tour qu'on l'a payé, on a les droits et devoirs liés à ce contrat, mais dès qu'on l'a rendu, il ne s'applique plus. Donc il me semble que c'est plutôt une économie de l'intermittence plutôt que du partage. Et je pense que en fait, c'est quelque chose qu'on a découvert très fortement actuellement dans cette crise avec le fameux stop and go. C'est-à-dire que le stop and go, pendant cette crise, on a surtout mis l'accent sur la limitation et la perturbation de la dimension spatiale, physique, avec évidemment les sujets de confinement, de fermeture de frontières, avec l'expression anglaise le lockdown qui est assez symbolique, l'impression du télétravail, c'est-à-dire du travail à distance, etc. Alors qu'en fait, il me semble que ce qui a été vraiment perturbé, ce qui a été vraiment frappant, c'est vraiment plutôt la dimension temporelle. La dimension physique et spatiale a plutôt été conservée au final, puisque notamment les marchandises ont pu continuer à circuler. Même physiquement, au final, on a pu, globalement, continuer à circuler avec des limitations, mais bon, c'était des limitations réglementaires. Alors que réellement, la notion de stop and go, c'est vraiment la découverte par rapport à notre monde récent. Je ne remonte pas jusqu'au commencement de notre espèce, mais récemment, dans nos sociétés récentes, c'est pour moi la découverte d'un temps discontinu, c'est-à-dire d'une alternance de périodes avec des caractéristiques très différentes, très disjointes, entre les périodes qui se succèdent. Et il me semble que c'est peut-être une caractéristique, un phénomène qui risque de s'amplifier et on risque, dans les années à venir, de devenir une société avec vraiment cette caractéristique de l'intermittence. C'est quoi, du coup, la conséquence pour une entreprise de ce risque d'intermittence ou de la matérialisation de l'intermittence ? Donc j'introduis quelque chose que je développerai certainement plus tard par ailleurs, une notion qui est qu'une entreprise, en gros, on peut l'observer autour de 3 fonctions primaires, qui sont les ventes, la production et la gestion, donc vente au sens large, production au sens large, gestion modèle économique au sens large.
Et du coup, la question, c'est quel est l'impact de la matérialisation de risque d'intermittence sur une entreprise. On peut regarder selon que la matérialisation est une matérialisation courte ou longue, et l'impact sur ces 3 dimensions. Pour moi, c'est une façon d'appréhender cette réflexion sur l'impact de ce risque-là sur l'entreprise et de l'ampleur potentielle. Donc, je vais donner différents exemples. Le but, ce n'est pas vraiment de les énumérer, mais par exemple, lorsque il y a eu cette limitation donc réglementaire qui a introduit la fermeture enfin, l'interdiction pour les librairies d'accueillir du public à l'intérieur, donc celles qui n'étaient pas équipées justement de canaux de distribution suffisamment larges, et donc notamment avec la notion de click and collect, etc., sont devenues en fait très impactées par cette limitation sur leur fonction vente et relation client. À contrario, pour donner un autre exemple, lequel je peux vous donner sur la même dimension, par exemple pour une matérialisation plus longue et plus conséquente, c'est évidemment la fermeture des frontières et la fin du trafic aérien qui impacte de façon durable les entreprises de tourisme en France, avec la disparition, l'impact sur leur marché lié à la vente, donc notamment là ici le marché de la demande, puisque la demande disparaît brutalement quand la demande est liée au tourisme étranger. Ici, le but, c'est de montrer que ce risque, cette tendance avec cette notion d'intermittence, est une tendance ou un risque qui peut avoir de grandes conséquences. Ce n'est pas juste un risque qui est mineur. S'il se matérialise, il peut avoir de grandes conséquences sur les entreprises et donc sur l'économie française. Une fois qu'on a parlé donc de cette notion de tendance et d'impact possible, l'idée, c'est justement, dans mon introduction, j'ai dit qu'on utilisait des termes sans vraiment les définir et les caractériser. Donc là, l'idée n'est pas forcément d'avoir une réponse définitive là-dessus, mais d'apporter quelques éléments. Donc pour moi, en fait, l'intermittence, c'est justement la matérialisation d'une rupture brutale et significative d'un élément clé du marché de l'entreprise. Donc la disparition ou l'effondrement, au sens relatif aux enjeux de l'entreprise, du marché, par exemple, de la demande, que ce soit parce que vraiment la demande disparaît, ou parce qu'il y a eu un impact qui fait que l'entreprise n'est plus capable d'aller elle-même à la rencontre de son marché en termes de demande. De la même façon, sur la production, si jamais il y a le marché qui est lié à la chaîne de valeur de la production au sens large, ça peut être l'approvisionnement en matière, ça peut être les équipes qui travaillent vraiment au moment de la production, etc. Enfin, il y a différents points dans la chaîne de valeur de la production. S'il y a un impact brutal et significatif sur ce marché-là, je considère que du coup, c'est la matérialisation du risque d'intermittence. Et il me semble que la résilience, justement, pour une entreprise, c'est cette capacité à traverser, à faire face, à aller au-delà de cette matérialisation du risque d'intermittence. Il me semble que c'est une forme donc, de définition, de caractérisation. Et pour aller plus loin dans la caractérisation, je fais l'hypothèse que le potentiel de résistance d'une entreprise est en fait fonction de 2 variables élémentaires qui sont la capacité de stockage au sens temporel, pas au sens physique, donc c'est plutôt la capacité de report dans le temps. Le stockage n'est pas forcément physique ou uniquement physique, mais c'est vraiment la notion de report dans le temps. Et une capacité aussi propre à l'entreprise, qui est sa capacité que j'appelais à la plasticité, à la reconfiguration. Pour illustrer ce point, j'ai utilisé l'exemple de la pâte à modeler, qui me semble être un très bon exemple de capacité de plasticité, et de reconfiguration. C'est-à-dire que selon les événements, on peut la reconfigurer pour lui donner une autre forme, pour qu'elle soit plus adaptée. Évidemment, je suis obligé ici de faire une petite parenthèse, parce que notamment, en particulier grâce à Jean-Christophe, j'ai pu découvrir cet auteur qui est majeur, pour ne pas dire autre chose, qui est Nassim Taleb. Cette notion n'est pas totalement éloignée, même si elle n'est pas identique, à sa notion d'antifragile. Une fois que j'ai caractérisé ainsi le potentiel de résilience, on peut du coup pour une entreprise essayer de qualifier, si ce n'est quantifier, son potentiel de résilience. Donc on a les 2 axes, la capacité de report, la capacité de reconfiguration. La capacité de reconfiguration, on peut elle-même la décomposer sur la capacité de reconfiguration de plasticité concernant les éléments de direction et stratégie, les éléments d'organisation et modèle opérationnel,
les éléments de modèle économique, et de même pour la capacité de report sur les éléments liés à la demande des clients et la delivery, les éléments liés à la production, les éléments liés à la ressource financière et à la liquidité. Donc là, j'ai pris un exemple sur un restaurant pour montrer qu'on pouvait, c'est un exemple de méthodologie pour essayer de qualifier en amont le potentiel de résilience d'une entreprise. Quel est l'intérêt de se poser cette question? C'est évidemment pour l'entreprise elle-même, pour réfléchir à comment améliorer son potentiel de résilience, et c'est aussi pour ceux, notamment dans le domaine financier, que ce soit les pouvoirs publics, les banques, les fonds d'investissement, les assureurs, d'essayer de réfléchir à la qualification d'une entreprise en termes de potentiel de résilience. Évidemment, le dernier point, la dernière question qu'on peut se poser, c'est la résilience, c'est une capacité de réponse au risque d'intermittence. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce risque d'intermittence? Il me semble, encore une fois, pour être schématique, qu'il y a ici 4 grandes catégories en termes de facteurs d'intermittence, c'est ce que je vous présente ici, qui sont les facteurs liés plutôt au monde humain et biologique, humain au sens large, c'est-à-dire y compris psychologique. On peut rapprocher ça notamment de la fameuse théorie de la pyramide de Maslow sur les besoins humains. Ce qui est lié plutôt au phénomène naturel ou au phénomène d'infrastructure, c'est là où vous avez évidemment les sujets de catastrophes naturelles. Ce qui est lié au monde micro et macroéconomique, c'est là où vous pouvez avoir les problématiques de bulles, et puis notamment tout ce qui est lié aux interconnexions et du coup au risque de contagion et de phénomènes de contagion, voire d'amplification par justement les phénomènes d'interconnexion. Et puis tout ce qui est lié au réglementaire et à la politique. On voit bien que, en tout cas c'est mon avis, que dans cette crise qu'on appelle la crise Covid-19, dans l'économie française, passé les premières semaines, l'impact réel sur l'économie est d'origine réglementaire et politique. Je considère que notamment ce qui se passe pour les restaurants, c'est justement quelque chose qui est uniquement lié au réglementaire et à la politique. Il n'y a pas de disparition de la demande, il n'y a pas de disparition de l'offre et des capacités de production, et que ce qui est appliqué par la réglementation est justement la matérialisation très forte du risque d'intermittence, qui en l'occurrence a tendance, sans vouloir être trop polémique, à annihiler les capacités de résilience des restaurateurs. Donc pour conclure ce premier exposé, quel est l'intérêt de se poser ces questions? C'est évidemment d'essayer d'améliorer la situation pour les entreprises et pour ceux qui les accompagnent et qui les observent ou qui, notamment dans la sphère financière. Donc comment on fait pour améliorer en tant qu'entreprise ses capacités? Il y a 4 points essentiels qui découlent évidemment de l'exposé précédent. C'est essayer de réduire son exposition au risque d'intermittence. Donc, un exemple, c'est de concevoir des offres à cycle économique complet, court, donc complet, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à l'encaissement. Puisqu'évidemment, vous l'avez compris, il me semble que le sujet d'intermittence a fondamentalement un rapport avec la dimension temporelle. Donc, si en fait on est capable de raccourcir dans le temps son cycle économique, on s'expose moins. Donc ça, c'est un exemple, c'est évidemment pas le seul. D'améliorer son potentiel de résilience via ses capacités de stockage-report, puisque c'est évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que c'était un des paramètres clés du potentiel de résilience. Donc, par exemple, et peut-être avant tout, d'accélérer le cycle de cash, d'améliorer son potentiel de résilience via ses capacités de plasticité et reconfiguration, donc notamment, il me semble, sur les capacités des équipes et les capacités organisationnelles. Moi, j'ai été frappé de voir que parmi toutes les choses qui ont été mises en avant et mises en œuvre par les entreprises, les pouvoirs publics, etc., depuis un an, en gros, pendant cette crise, il y a eu très peu, il me semble, à part pour les petites structures et les indépendants comme moi, qui le font un peu par nature, il y a eu très peu, il me semble, de reconfiguration des équipes, de réallocation des équipes à d'autres fonctions plus prioritaires, de réallocation du temps et des efforts de travail à des tâches plus prioritaires au-delà des tâches traditionnelles en mode normal. Donc ça, c'est un vrai sujet de capacité de reconfiguration organisationnelle. Et puis évidemment, non, pas évidemment, juste le dernier point, mais qui est peut-être contre-intuitif, c'est une idée qui est moins développée et qui est un peu plus, théorique parce que je l'ai moins développée et je pense que j'apporte un peu moins d'éléments vraiment matériels pour soutenir cette idée, mais peut-être plus tard, c'est de s'appliquer une intermittence choisie plutôt que subie,
pour fortifier son potentiel de résilience, un peu comme la jachère est utilisée traditionnellement pour permettre à une terre d'être à nouveau plus fertile, ou tout comme le jeûne intermittent, au sens... bon, ça, je laisserai à nouveau Jean-Christophe peut-être élaborer là-dessus, mais permet aussi en réalité d'une certaine façon de fortifier le corps et l'organisme en s'appliquant une période d'intermittence choisie. Et de la même façon, il me semble que il faut être précautionneux dans la course à la croissance, la course à la taille notamment, et accepter des moments en gros de plateau, ça ne veut pas dire de décroissance, mais de plateau pour enfin, d'une certaine façon se fortifier par le repos et la consolidation de certains acquis plutôt que de choisir une mauvaise croissance, tout comme il peut y avoir une mauvaise source d'énergie. Voilà pour cet exposé ce matin. Merci Jérémy. Donc nous allons prendre des questions. Donc vous pouvez tu peux peut-être arrêter le partage d'écran Bien et sûr. vous pouvez les noter dans le chat, soit vous pouvez lever la main. Il y a une petite façon de lever la main dans les réactions pour qu'on vous donne la parole. Alors première question Jérémy, et au-delà de tout ce que tu sais que je pense de ce travail, je trouve que tu as fait quelque chose d'extrêmement synthétique et d'extrêmement fouillé à la fois. Et donc c'est un plaisir de prendre ce que tu évoques et de réfléchir. Donc tu nous aides à réfléchir à la situation. Euh, la première question que je voulais te poser, c'est la suivante. Comment tu dialogues avec les équipes des organisations qui sont peut-être pas capables de suivre l'intégralité du discours qui, effectivement, lorsqu'on se penche dedans, est à la fois fouillé et simplifié. Mais comment est-ce qu'on le simplifie encore? Est-ce qu'il y a déjà un kit de mise en œuvre de cette pratique de la résilience intermittence? C'est une excellente question. Je suis obligé de reconnaître que non. Ça sera certainement dans les prochains travaux de justement de simplification. C'est vrai que j'ai commencé ici par un travail plutôt théorique. Je suis obligé de le reconnaître. En part et C'est pas un défaut, hein. non, 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 du tout, du tout. Non, mais pour répondre à ta question, et qui est en effet qui est assez différent de ce que je fais au quotidien, qui est très sur le terrain avec des méthodologies très empiriques et concrètes. Mais parce qu'ici, donc, ce sont des travaux qui n'ont pas la même origine. Je pense que enfin, ce qui pourrait découler, en effet, enfin, sera lié à la dernière planche sur qu'est-ce qu'on fait concrètement, donc pour améliorer son potentiel de résilience et la diminution de l'exposition. On pourra évidemment décomposer avec une démarche un peu plus classique de première étape de diagnostic en termes de risque d'intermittence et de potentiel de résilience pour déterminer un peu évidemment des actions d'amélioration. Qui seront à chaque fois adaptés évidemment à l'entreprise, hein, puisque pour des entreprises différentes, ce ne sera pas les mêmes façons d'améliorer, par exemple, ses capacités de report, de stockage, etc. Après, il y a des points qui sont toujours les... Enfin, il y aura des points évidemment communs, notamment deux exemples que j'ai donnés qui sont sur la réflexion sur comment concevoir des offres à cycle complet court, ça c'est toujours applicable en termes de réflexion, et comment réfléchir au cycle de cash, notamment, ça c'est aussi toujours applicable. Donc il y a quelques points qui sont toujours applicables, et puis des actions qui devront être à chaque fois adaptées. Mais je pense que clairement la façon dont on peut procéder, qui est une façon vraiment très classique, c'est-à-dire diagnostic vraiment adapté à l'entreprise selon cette grille de lecture, et puis recommandations liées. Merci Jérémy. Est-ce que nous avons parmi les participants en direct des questions? Est-ce que nous avons éventuellement des questions sur YouTube? Alors, quid du signe noir, nous demande Mathieu, et puis Bruno lève la main. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un événement imprévisible, bien sûr, donc un signe noir, et est-ce que la théorie de l'intermittence le prend en compte?
C'est une très bonne question. Dans le papier un peu plus complet que tu citais en introduction, j'écris évidemment bien que le principe du signe noir, c'est qu'on ne peut pas le prévoir, c'est la définition. Donc, cette théorie n'a absolument pas la prétention, loin s'en faut, de dire qu'on va être capable de tout prévoir. Absolument pas. Après, je rappelle que dans Antifragile, qui date de 2010, Nassim Taleb, donc outre le fait d'avoir prévu, en gros, enfin prévu au sens large, la crise financière de 2008, quelques années avant, Nassim Taleb, et ce n'est pas le seul, mais en 2010, parlait de mémoire autour de la page 175 de sa crainte d'une très grande épidémie mondiale qui se propagerait par Air France. Bon. Donc, ce qu'on vit ici n'est pas un signe noir, a priori. Voilà, donc le signe noir, par définition, pas prévoir, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut travailler. Donc ça vaut quand même le coup de se pencher sur la question. Super. Ce Bruno, qui est tu avais... intéressant sur ce sujet, c'est qu'effectivement, Nassim Taleb, au début de la crise, n'a pas arrêté de dire non, attendez, ce n'est pas un signe noir puisque c'était prévisible. En revanche, ce qui était probablement pas prévisible, c'est les mesures L'action qui du ont été gouvernement. prises par les gouvernements et l'espèce de contamination de tous les gouvernements les uns par les autres, parce que ça c'était pas imaginable. Un bémol, Jean-Christophe, si je peux me permettre, son dernier livre que je trouve un petit peu moins bien écrit, mais qui m'a ravi parce qu'il a formalisé là, dans Jouer sa peau, ou quelque chose comme ça, quelque chose que j'avais l'impression de voir, je suppose que vous aussi, très souvent sans mettre un nom, il a il a défini le concept du yéni, donc intellectuel et néanmoins idiot. Quand on regarde les gouvernements européens, je pense que ça peut éclairer en Oui, partie. Et donc, du coup, une partie des mesures était peut-être, à cet égard, en partie prévisible. bah, toujours le problème d'un signe noir. Après coup, on arrive facilement à le rationaliser. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense qu'on peut admettre tous qu'il y a un an, jour pour jour, on n'était pas capable, on n'imaginait pas qu'il était possible qu'on nous demande de rester 4 mois en prison chez nous. Alors, on a une question de Bruno, C'est ça qui en et fait un signe puis noir. ensuite C'est vrai, bien sûr. on a une question de Bruno, et après on a une remarque de François-Éric. Bruno. Oui, merci Jérémy, c'est passionnant. Je me demandais comment tu voyais l'impact sur la gestion des compétences, en fait, la gestion des ressources humaines et des compétences. Parce que là, on était plutôt dans un mouvement qui allait vers une hyper spécialisation, y compris le découpage des métiers commerciaux, etc. Quand on parle de capacité à se reconfigurer, on peut imaginer que ça aille au contraire, qu'il faille pour ça beaucoup de polyvalence. Et j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ça. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Et ce que j'écris dans le papier, clairement, cette théorie va à l'encontre de cette théorie historique récente de l'hyperspécialisation. Encore une fois, globalement, c'est pas très enfin, c'est pas si original que ça comme conception. Globalement, c'est aussi lié au concept d'antifragile, c'est-à-dire la valeur de la redondance, la valeur du stockage, de la surabondance. Globalement, clairement, en fait, l'idée d'hyperspécialisation, enfin, cette théorie, a priori, est une mauvaise théorie. Est une théorie qui fragilise les entreprises et les organisations. Donc, c'est fondamentalement elle qu'il faut revoir, c'est-à-dire que c'est basé sur, en gros, l'équivalent de modèles quantitatifs linéaires dans un univers extrêmement restreint en termes de zones d'observation. Donc, dans un univers extrêmement restreint, enfin, en gros, c'est passer sous silence des hypothèses implicites qui sont des hypothèses en réalité extrêmement restrictives. Et dans cet univers-là, l'hyperspécialisation, c'est-à-dire le modèle linéaire, a du sens, mais comme en fait en réalité c'est un univers extrêmement restreint, ça n'a pas de sens. Donc en effet, il va falloir, je pense, enfin il faudrait réinventer un petit peu, enfin réinventer, non, on n'a pas besoin de réinventer, mais modifier les perceptions des compétences et notamment enfin, tout ce qui tourne autour de la fiche de poste qui est un des éléments théoriques de rigidité de la relation des membres des équipes avec les tâches. Il y a un sujet de faire circuler les équipes autour de différentes tâches pour
Voilà, enfin, je veux dire, quand on vante actuellement les capacités de transformation, les programmes de transformation, l'agilité, etc., ce sont des sous-produits de cette, je pense, de cette acception-là, de reconfiguration et de plasticité. Je pense que vraiment les entreprises gagneront à avancer dans ce sens. Ok. Alors, il se trouve qu'on a un petit temps à gérer, donc on va faire la dernière intervention et si tu peux y répondre De façon rapidement, courte. Jérémy, s'il te plaît. C'est François-Éric qui nous fait part d'une information, c'est une remarque que je trouve intéressante. François-Éric, tu veux nous dire ce que tu as mis dans le chat pour les gens qui nous écoutent? Très, très rapidement, il y a 2 jours, j'étais en contact dans un autre cadre avec le responsable risque d'une grande banque régionale du Moyen-Orient et ils ont remis à plat l'ensemble, et ils sont en train de continuer à le faire, c'est un process ongoing, l'ensemble de leur process d'octroi de crédit pour introduire un critère de résilience dominant parce que leurs critères traditionnels, ils estiment leurs critères traditionnels plus pertinents aujourd'hui. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'ils aient des modèles comme le tien, Jérémy, mais voilà, c'est juste un point pour montrer que c'est une réalité, en tout cas pour certains acteurs du secteur financier. Alors très rapidement, c'est en effet ce que j'écris à la fin de mon papier, c'est que je pense qu'en fait, de ce que je connais, parce qu'en plus je connais un petit peu de l'intérieur les questions de risque crédit, notamment pour une banque, je pense qu'en effet, c'est un de mes points, c'est qu'idéalement, ils devraient vraiment revoir leur modèle théorique de ce que c'est le risque crédit et le risque d'une entreprise, qui sont en partie du coup inadaptés à cette vision du monde, en tout cas. Je suis extrêmement surpris, mais agréablement surpris qu'il y ait déjà des travaux engagés, mais voilà, que je ne peux qu'encourager. Voilà, Et des gens qui sachant que bénéficient. Nassim Taleb vient du Moyen-Orient, on peut dire qu'en fait, on peut être prophète dans son pays, tout va bien. Oui, On va enfin, en pas dire- l'occurrence, le responsable en question est un Anglais d'origine indienne. Ah, flûte. Il est influé par. Et il lui-même est basé à New York. Enfin, c'est plus simple, c'est plus Bon, bah, logique. bien Ah, et sûr, Nassim c'est plus Taleb simple. aussi, alors ouais. Merci Jérémy pour cet échange. Un client pour toi donc au Moyen-Orient qui bénéficierait de la modélisation que tu as esquissée dans ton papier. Je vous propose de mettre un petit like et puis un petit commentaire. Je trouve que le papier de Jérémy n'a pas encore attiré assez d'attention et c'est quand même une des choses les plus intelligentes qu'on ait vues ces derniers jours, voire même depuis longtemps. Donc, contribution de la communauté Melchior Jassagne à pousser des idées qui sont intéressantes et valables, nous semble-t-il, pour les entrepreneurs. Bravo et merci Jérémy. C'était difficile de l'exposer en quelques minutes. On sent que tu as mis beaucoup de travail dans tout ça. Bravo à toi. Merci à tous. Je passe à Laurent. Laurent qui va nous aider à travailler quelque chose de très différent et pour lequel ça fait des années que je cherche quelqu'un qui peut expliquer à un entrepreneur, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, l'art de diriger. Et Laurent a fait un travail formidable dont il va nous présenter quelques aspects maintenant, mais juste pour parler de lui, c'est un ancien haut fonctionnaire devenu entrepreneur et qui a fait la navette au cours de sa carrière. Alors je crois qu'on n'est jamais ancien haut fonctionnaire, on le reste, tu nous le diras peut-être, mais pour l'ensemble de sa vie. Mais tu as fait la navette entre la haute administration à plusieurs endroits différents dans l'appareil d'État et le monde du secteur privé. Et tu as eu cette chance d'observer à la fois des endroits où l'art de diriger, on pourrait même dire l'art de commander, fait une grande différence à la fois sur la réussite de la mission et sur la survie des personnes qui peuvent être engagées dans ces missions, et tu donneras les détails que tu veux ou pas sur ces questions-là. Et à la fois, tu as pu observer l'aspect d'une entreprise dont les éléments de succès sont moins liés peut-être à la survie, mais dans lequel on a également des missions à accomplir et vers lequel on se tourne assez facilement vers le chef. Alors je citerai Jacques Chirac, hein, qui disait un chef, c'est fait pour cheffer.
Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment dit grand-chose. Est-ce que tu peux nous emmener, cher Laurent, dans cette idée de l'art de diriger qui n'est pas seulement l'art de diriger les autres? Merci beaucoup. Merci Patrick. Oui, alors effectivement, j'ai une triple carrière en fait. Une première en tant qu'officier pendant 15 ans, ensuite comme haut fonctionnaire pendant 15 ans et avec des passages, et puis désormais dans le privé, après avoir fait 4 ans comme entrepreneur avec un échec cuisant au bout. Donc ça donne beaucoup de... Enfin, il y a un livre de Charles Pépin qui s'appelle Les vertus de l'échec que je vous conseille de lire et qui m'a beaucoup plus appris que mes victoires, mes succès administratifs ou autres. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est une séquence en 2 temps. La première aujourd'hui, c'est placer un premier cadre sur l'art de diriger. Et dans un deuxième temps, ce sera l'art de se diriger, c'est-à-dire avoir... Ma logique, hein, depuis que je suis à Saint-Cyr, c'était la formation, ce qu'on appelle la formation à l'exercice de l'autorité. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a des points d'appui, voilà. Et mon idée, c'est de fabriquer des tableaux de bord comme un pilote de chasse avec dans son cockpit et qui voit apparaître les données importantes qui lui permettent de prendre des décisions en situation. Donc en situation à la fois de très court terme, mais aussi qui s'inscrivent dans un temps long. Voilà, c'est le temps stratégique, le temps tactique, ne sont pas les mêmes. Le manager et le leader, ce n'est pas exactement les mêmes histoires, les mêmes ressorts. Donc c'est travailler sur des matrices. Voilà. La matrice, je vous la présenterai dans un deuxième temps. Mais le premier temps, je voulais vous présenter ce que j'ai mis au point en utilisant des choses différentes avec une méthode qui s'appelle la méthode des 4 S de Jean-Jacques François, qui est un ancien fonctionnaire à Bercy et qui m'accompagne depuis plusieurs années, que j'ai testé dans le privé, dans une préfecture comme secrétaire général ou dans mes différents services dans lesquels je suis intervenu. Alors, comme je ne suis pas un grand spécialiste de Zoom, parce qu'on est plutôt sur Teams, je vais essayer de mettre le partage d'écran. Je ne vois pas trop où il est. Ah, si. Un Partage d'écran en bas. Un bouton vert. Ouais, et ensuite, c'est quoi desktop? Alors, écran partagé, là-dessus, tu choisis l'écran qui est celui du diaporama. Tu choisis la fenêtre que tu veux partager. Ouais, mais je suis obligé de passer par système bidule. Tu peux l'envoyer, toi, Jean-Christophe, ce que je t'ai envoyé? Ça viendra peut-être du Tu peux temps. partager la vidéo, ta présentation, oui. Ouais. Ça marche pas mon truc. Un petit détail, le chat a l'air déshabilité. À l'air Déshabilité. Ah bon? Moi, Lequel, le nôtre maintenant là? Oui. Ou celui de... Ah, ça y est, test Eugénie. C'est chez toi, peut-être, François-Éric? Vous voyez tous le petit mot d'Eugénie ou pas dans le chat? Oui. Oui. Non, pareil pas. Pendant que Jean-Christophe recherche la présentation dans les 58 000 emails qu'il a reçus cette nuit, mais ça, il ne fallait pas qu'il se porte candidat à la présidence de la Guinée équatoriale. Il y a sur la présentation aujourd'hui Bruno, Laurent Bruno. Bruno peut aider Laurent à maîtriser l'art de la présentation sur Zoom. Et plus que ça, puisqu'il enseigne la négociation par visioconférence. Donc, pour tous ceux qui doivent réimaginer leur façon de travailler maintenant que les entreprises n'autorisent plus forcément, et Jérémy en parlait, les visites sur site, eh bien, il y a, sachez-le, un corpus, une façon de faire qui émerge et qui, et finalement, ça fait partie des nouveaux skills, des nouveaux savoir-faire qu'il nous faut acquérir dans cette année 2021. Oui. Et nous voilà avec cette présentation. Donc en revanche, si tu diras à Jean-Christophe quand il doit changer, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc c'est l'art de diriger à la base, mais l'art de se diriger, si vous voulez apprendre à diriger les autres, il faut apprendre à se diriger soi-même. Et c'est une même technique ou c'est une même méthodologie qui sert à la fois pour soi, pour ses équipes, pour sa boîte. Voilà, c'est un peu l'idée
mise en spirale. Donc, la première partie, c'est sur les 4S. Hein. Alors, la deuxième sera sur la matrice de pilotage. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà d'être à peu près convaincu d'une chose, c'est qu'il faut d'abord travailler sur ses atouts et sur ses forces. En fait, c'est ce qui nous rend uniques, plutôt que de travailler, de corriger des faiblesses en permanence. Donc, ça, c'est vraiment très important de se dire, voilà, il y a 3 composantes, c'est atouts et forces du dirigeant. Alors, en quoi je suis unique, en quoi je suis vraiment fort et je travaille ça. 2, atouts et forces des collaborateurs, voilà, des équipiers, et atouts et forces de la situation. Évidemment, dans un contexte, on l'a dit tout à l'heure, qui change tout le temps. Donc, on réinvente à chaque fois, on le reprend en compte. Les parties prenantes, le système, le contexte, on le réétudie systématiquement. Voilà. Mais en un mot, arrêtons de corriger les faiblesses, travaillons davantage sur les forces, ce qui nous rend uniques. Voilà. C'est vrai aussi bien d'ailleurs dans les boîtes que sur les sites de rencontres, en passant. Deuxième, tu peux passer à la slide. Donc, si on combine les 3, donc, alors c'est une autre théorie, mais enfin, théorie de la contingence, c'est, voilà, moi je suis responsable, comptable de mobiliser, de cristalliser, de mobiliser, de dynamiser, de donner une âme animée, les atouts et forces, mes atouts et mes forces par rapport à ceux de mes collaborateurs que je dois continuer de renforcer et de tenir compte à chaque fois des capacités de la situation. Diapo suivante. Alors, dit différemment sur un point de vue de la ressource humaine, ou en tout cas du management pur, c'est d'abord de me placer dans la théorie Y de McGregor, c'est-à-dire de penser que mes collaborateurs ne sont pas des bourricots. C'est d'ailleurs penser qu'on est tous un potentiel, qui sont venus là pour transcender les choses et pour le faire, et donc de me mettre en situation d'être à la fois très exigeant sur la mission. La mission, c'est sacré, on dit à Saint-Cyr, et le 2S, c'est la bataille d'Austerlitz, c'est vraiment la mission est sacrée, mais ça veut dire aussi que je suis aussi extrêmement costaud sur la capacité à supporter mes collaborateurs, à les aimer. Donc, c'est cœur chaud, main ferme, ou main ferme, cœur chaud. Je leur montre que je les aime, je suis présent, je suis à eux, mais donc, ça me permet d'être très exigeant. Mais je suis les deux. C'est-à-dire qu'on a montré que ceux qui sont que B, par exemple, et uniquement orientés sur les hommes, sont reconnus comme leaders dans une grande enquête américaine à hauteur de 12%. Ceux qui sont que orientés sur le job sont reconnus par leurs collaborateurs qu'à 14%, alors que ceux qui sont à la fois, et je ne vais pas dire en même temps d'ailleurs, ce n'est pas en même temps, c'est à la fois, c'est-à-dire dans le temps, capable d'être très exigeant sur le plan missionnel, très exigeant sur la capacité à faire, à améliorer les choses, et très aussi exigeant sur le soutien qu'il apporte à ses collaborateurs et le degré de confiance qu'il leur donne et l'autonomie qu'il leur laisse dans le cadre de sécurisation qu'il met en place, à ce moment-là, il est reconnu comme leader à 72%. Donc, on passe, c'est un saut quantique, c'est-à-dire qu'on change complètement la donne. Et chaque pourcentage permet d'améliorer la qualité, finalement, de la production, de la productivité et de l'efficacité économique de la société. Voilà. Donc, c'est d'abord un cadre mental, c'est de se penser comme quelqu'un qui vient au service à la fois de l'exigence et du soutien. Alors, Jean-Jacques François, à Bercy, en 2004, avait sorti un livre sur les services publics. Vous voyez, services publics, manager les services publics, c'est possible. Et il avait mis en place cette matrice des 4S. 4S, le premier, c'est donner du sens. Le deuxième, c'est organiser le suivi. Le troisième, c'est assurer le soutien. Et le 4, favoriser les solidarités. Alors, je l'ai utilisé dans une préfecture. Ils ont vu un manager arriver, ça peut être la première fois. Et on a essayé de travailler sur ces 4 dimensions. La première, donner du sens. Donc, au sens de François Chang, donner du sens, c'est pas simplement, c'est déjà un cap, une direction, mais c'est aussi un sentiment, une sensation, bref, le plus beau mot de la langue française. Et donc, mon job, c'est de créer les conditions, de donner ce sens, de le co-créer, de mettre du temps sur le why, disait Simon Sinek, qui est fondamental. Voilà. C'est là que je suis leader au sens qu'un leader, au sens étymologique du terme, ça veut dire celui qui fait passer le seuil de la porte. C'est celui qui fait passer le seuil de la porte. Ce n'est pas celui qui a un mal alpha, machin, c'est celui qui nous aide à passer le seuil de la porte. Lace, leader lace, en indo-européen, ça veut dire le seuil de la porte. Donc, il nous amène dans une aventure extraordinaire et il fait en sorte qu'on n'ait pas peur d'y aller grâce à son caractère, à son machin.
Mais donc, il nous donne cette capacité à rêver et qu'on co-construit de plus en plus avec lui. La contrepartie, c'est très efficace en termes de jalons, de suivi. Les rêves, c'est bien, à condition, comme dit Napoléon, la guerre est un art tout d'exécution. C'est d'être extrêmement rigoureux sur les jalons, sur le travail, sur la façon de le faire, sur la fréquence, qui compte souvent plus qu'autre chose. Et donc là, le manager est à fond. Voilà. Donc ça, c'est le problème des startups qui sont très dans l'idée et pas assez dans l'exécution un peu plus terre à terre, mais qui permet une méthode suivie et plus efficace. 3, parce que je vous demande beaucoup, eh bien à ce moment-là, j'assure votre soutien. Et donc, soutien financier, soutien en moyens, soutien en formation, soutien psychologique. C'est le pacte féodal. C'est-à-dire, je vous protège, donc vous pouvez déployer votre autonomie, vous pouvez déployer votre capacité à avancer et donc à prendre des risques. Parce que vous savez que je vais gérer la responsabilité, mais voilà. Et donc, vous pourrez, d'une certaine manière, faire des essais-erreurs, qui est d'ailleurs un des éléments qui permet la résilience. Si vous lisez Michel Goya, qui explique en 1914 la capacité de l'armée française en 3 semaines à se transformer complètement, elle est extrêmement intéressante. Elle était liée justement à cette capacité d'innovation à droite à gauche, de petits doublons, qui faisait que ça permettait, une fois que le leader et la nécessité venaient, d'être beaucoup plus efficace. Donc, je soutenais l'innovation, je soutenais les petites choses, les doublons, etc. Et j'étais donc dans une capacité à prendre, à imaginer des futurs possibles. Et 4, c'est ce qu'on appelle favoriser les solidarités dans l'armée, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipage dans la marine, ou l'esprit de corps dans l'armée de terre. L'esprit de corps. Chaque entité doit avoir une âme au sens où il doit se sentir fier. C'est là que le sujet vient. C'est earn, il faut gagner de l'argent. Learn, j'apprends tous les jours. Fun, parce que je prends du plaisir à le faire. Et pride, je suis fier d'être dans cette équipe-là, dans cette boîte-là, dans cette enseigne-là, etc. Et ça veut dire, c'est Caméra Café. Il y a 500 et quelques épisodes. C'est les petits moments qu'on passe et qui sont effectivement mis en difficulté aujourd'hui par le télétravail et autres machins, mais qu'il faut réinventer. C'est le côté, on est ensemble et on soutient. C'est les petites fêtes. J'ai été sous-préfet très longtemps. On peut se dire, c'est de l'argent foutu en l'air, les buffets, les machins. C'est pas vrai. C'est là que tout se passe quand le maire, les élus, les politiques, les chefs d'entreprise se voient autour d'un moment un peu décontracté. C'est là que les massages passent, etc., etc. Donc voilà. Donc ça combine une capacité d'équilibrage général de mon commandement dans le temps, donc qui fait en sorte que j'essaye de pas tout en même temps. Il y a une impulsion à donner sur le sens, puis ensuite on va plutôt travailler le management, il va falloir assurer le soutien, etc. Mais il faut imaginer des post-it, et à chaque fois que vous faites un truc, la newsletter, le machin, etc., vous pouvez la combiner à l'intérieur de ces cadrans et faire en sorte que ça s'équilibre dans le temps. Tout déséquilibre amène une action, une dynamique, mais en même temps, crée aussi un certain nombre de risques. Donc la motivation en permanence, c'est quand vous êtes à l'optimum des deux. Donc, 2 outils que j'utilise particulièrement, la règle des 1%, ça veut dire que je me pose la question à titre personnel et à ma boîte, comment on peut améliorer les choses de 1% aujourd'hui? Voilà, tout le temps, tous les matins. Comment on améliore de 1%? Comment est-ce que moi, je m'améliore de 1%? Et si vous regardez, 1%, c'est rien du tout, mais au bout d'un an, ce n'est pas 3,65 fois que ça va se passer, c'est 37 fois. C'est-à-dire que c'est une courbe en J. C'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une espèce de logique d'amélioration continue par petites touches homéopathiques, mais tous les jours. Et on est exigeant sur cette petite question. Comment est-ce que je peux améliorer un truc, un machin, un ci, un ça? Et la deuxième, c'est la plus connue, loi des 80-20. 20% de ce que je fais donne 80% des résultats et je travaille essentiellement sur ces sujets-là. Christophe? Donc, si on continue à aller plus loin, donc, quand je prends un service, j'en fais un projet de service autour de ça, je fais travailler mes collaborateurs sur ces 4 dimensions systématiquement. Vas-y. Alors, moyen mnémotechnique pour s'en souvenir et pour revenir là-dessus. Il y a Paul Devaux et Frank Sals qui ont inventé un modèle qui s'appelle le modèle terre, eau et feu, enfin air, feu, eau et terre. Et donc, c'est d'imaginer que s'il manque un truc, ça marchera moins bien. Donc, la terre, c'est les fondamentaux, c'est le socle, le cadre de travail rassurant. L'eau, c'est la cohésion, la circulation de l'information, notamment vers le bas, mais aussi
vers latérale, transversale. Yakovlev, le général Yakovlev en Afghanistan a montré que l'information, elle doit descendre 3 fois plus vers le bas que vers le haut. Or, tout est fait en gestion de crise pour remonter vers un qui ne sert à rien, alors que l'information, elle doit aller vers le bas. Et donc, il faut vraiment faire en sorte d'être un fournisseur d'informations. 3, le feu, c'est la logique du résultat. Si je ne suis pas orienté résultat, ça marchera moins bien. Donc, je dois être ambitieux. Voilà, il faut qu'on se dépasse. Et 4, l'air, il faut des idées, il faut du souffle. S'il me manque un truc, ça marchera moins bien. Alors, si on l'applique à la matrice, tu peux faire la slide d'après, ben, je dirige ma start-up, je dirige ma petite boîte. Eh bien, si je suis que orienté feu et que je manque d'air, d'eau et de terre, c'est-à-dire en un mot, si je manque de socle et que je suis que pour du résultat financier rapide, ça ira moins bien. S'il manque une seule des dimensions, c'est-à-dire j'ai du feu, j'ai des résultats, ça marche, j'ai de l'argent, les terres, c'est nickel, on a des fondamentaux assez corrects. J'ai de l'eau, ça circule super bien, mais si je suis en panne d'idées nouvelles, eh ben, je ne vais pas me renouveler et ma boîte va se mettre en difficulté. Donc, l'idée, c'est de préconiser une logique d'équilibre. Voilà. On peut, encore une fois, je le dis, on déséquilibre le modèle, sinon ça n'avance pas, mais en même temps, on doit rééquilibrer les choses. S'il manque un truc dans un temps suffisamment long, eh ben, la boîte est mise en difficulté. Et moi-même, à titre personnel, ben, si je suis que sur un truc, voilà, et que j'ai plus d'idées pour me renouveler, je ne serai pas un bon chef, etc. Donc ça s'applique aussi bien. Donc voilà, c'est essayer un petit peu d'imager l'art de diriger de manière un peu résumée, mais un peu synthétique, mais qui fait que globalement, comme disait Nelson à la veille de la bataille de Trafalgar, il disait, si vous arrivez à mettre votre bateau parallèle à celui de l'ennemi, vous ne pourrez pas faire vraiment mauvais. Vous ne pourrez pas faire vraiment mal. Eh ben, c'est déjà énorme. Et plus les gens, et on est de plus en plus perdus, les gens sont de plus en plus perdus, les fondamentaux du management ne fonctionnent plus, il faut donc voilà, être un vecteur plutôt d'équilibre et il y a un retour du leadership, à mon avis, tout à fait intéressant à vivre. Voilà, et donc la prochaine fois, je vous montrerai la matrice en tant que telle qui permet de travailler ces éléments de manière comme des couches successives, de manière beaucoup plus précise. Merci Laurent. Alors nous allons prendre quelques questions, mais pas forcément beaucoup. Je commence le temps de donner à chacun le temps de poser ses doigts sur le clavier ou de lever la main. Laurent, tu fais référence à de nombreuses personnes qui ont jalonné ta pensée, ta réflexion. Est-ce que tu pourras envoyer une petite liste de lecture ou en tout cas une petite liste de personnes dont la pensée t'a influencé et qu'on ressent dans ta présentation? Lors de la Pas, prochaine, pas lors de la forcément prochaine aujourd'hui, mais semaine. par exemple en complément la semaine prochaine, puisque vous avez compris que les chroniques Melchior pour l'entrepreneur se sont permis de vous faire un cliffhanger ce vendredi et que vous allez rester toute la semaine suspendu à cette idée. Mais que Laurent va-t-il nous expliquer la semaine prochaine, ce qui est quand même un bon moment. Voilà. Ouais, de toute façon, je vous passerai en PDF le livre où il y a toutes les références et notamment les pages de biographie qui sont derrière. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Voilà. Voilà. Donc parce qu'il y a un livre et il faudrait peut-être en dire deux mots aussi, mais la semaine prochaine. Y a-t-il des questions pour cet art de diriger, ces quatre composantes et leur symbolique qui permettent de l'appliquer peut-être plus simplement en vérifiant qu'on a bien chacune de ces composantes? Ou bien êtes-vous toutes et tous stupéfaits de la profondeur et de l'intelligence de ce modèle? Il y a d'autres possibilités, hein. J'ai volontairement vous laissé que deux choix, mais le monde est plus chaotique et plus ouvert que ça. Non, moi j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment, mais je pense qu'il y a besoin de processer tout ce qu'on vient d'apprendre, quoi. Donc c'est la stupéfaction qui règne parmi l'assistance. Bravo en tout cas, merci Laurent. Je sais que tu dois Merci à peut-être vous. Voilà, partir. faut que je parte en réunion, mais merci en tout cas de m'accueillir. Je suis ravi de vous retrouver. Et à la semaine prochaine du Et à coup. la semaine prochaine. C'était un Voilà, tu plaisir, restes si Laurent. tu veux, bien entendu. Merci Laurent.
Salut. Et Jean-Christophe, maintenant, avec finalement une belle finalement rampe de lancement, de quoi vas-tu nous parler cette semaine? Eh bien, je vais vous parler des défis de la croissance externe. En voilà un sujet. Alors, c'est un sujet auquel on tient beaucoup chez Melsion parce que autant on passe pas mal de temps à vous dire que vendre son entreprise, ce n'est pas une très bonne affaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Je vois tout de suite les gens se redresser, mais comment ça, vendre sa boîte, ce n'est pas une bonne idée? Ben, en fait, la plupart du temps, quand vous vendez votre boîte, c'est sur la base d'un DCF. Ça veut dire Discounted Cash Flows. Et ça veut dire en gros qu'on va chercher une équivalence entre l'argent que vous allez recevoir et l'argent placé en bourse, placé sans risque. On va chercher à voir si on devait faire une équivalence entre les deux, quel serait le montant placé qui vous rapporterait à peu près autant d'argent que votre entreprise va vous rapporter, en prenant en compte le fait que d'un côté, c'est l'argent sans risque et de l'autre, c'est votre entreprise, il y a un risque, etc. Donc, je vous passe sur les détails sur toute le conflit qu'il peut y avoir entre vous, considérant que votre boîte n'est pas risquée, et puis des extérieurs qui vont considérer qu'elle l'est. Mais voilà en gros ce qui est mis en œuvre quand on va vous proposer un prix pour vous racheter votre boîte. Et donc, ça ne fait une équivalence qu'entre des termes financiers. Qu'en est-il de la capacité à faire que votre entreprise vous donne? Qu'en est-il du jouet qu'elle représente pour vous? Et ce jouet, c'est le fait que vous avez une existence, une crédibilité sur votre marché, que vous avez une équipe qui est déjà constituée, qu'il y a des clients qui vous reçoivent régulièrement et à qui vous pouvez proposer des nouveaux produits. Et évidemment, l'exception de tout ce que je viens de dire, c'est si vous avez quelqu'un qui vient vous proposer un gros paquet d'argent et que là, ça dépasse très largement le DCF et l'ensemble de la valeur que ce jouet a pour vous. En gros, si on vous propose 100 quand vous pensez que ça vaut 10, ben, il faut probablement accepter. Et avec les 90 que vous avez gagnés, vous pouvez vous acheter 2 ou 3 fois la même boîte que vous ailleurs. Donc, si on est d'accord avec cette idée que vendre, c'est rarement une bonne idée, à l'inverse, acheter, c'est très probablement une bonne idée. Acheter une entreprise, c'est très probablement une bonne chose. Vous allez acheter des cash flows, hein, comme à l'inverse, qui effectivement peuvent ne pas arriver dans les conditions qu'on avait imaginées, qui peuvent devenir de manière plus chaotique que ce qu'on imagine, mais vous allez y ajouter votre énergie, vos idées, vos collaborateurs que vous avez croisés au cours de votre carrière et que vous faites revenir dans votre entreprise, vos clients qui vous suivent et qui vont vous suivre dans cette nouvelle aventure et qui vont y ajouter des nouveaux clients à votre structure, à la structure que vous rachetez, des fournisseurs qui vont permettre de faire des services qui n'étaient pas envisageables jusque-là, et puis l'ensemble de vos relations que vous allez apporter au projet. Alors, c'est probablement une bonne idée de racheter. Comment s'y préparer? Est-ce qu'il faut faire comme les grands groupes qui embauchent des consultants qui vont essayer de leur baliser le terrain pour savoir toutes les choses qu'il va falloir faire au moment où on va racheter? Ou est-ce qu'il va falloir le faire vous-même? Et le faire vous-même, c'est en regardant quels sont les différents grands points sur lesquels il risque d'y avoir des sujets. Le premier de ces grands points, ce sont les ressources humaines. Racheter une entreprise, il va y avoir une vraie contrainte sur le management. L'équipe que vous utilisez actuellement, elle est taillée pour l'organisation que vous avez actuellement. Donc, si vous devez acheter une nouvelle organisation, vous allez avoir des questionnements sur qui va gérer cette nouvelle couche. J'entends par là le fait que vous avez deux entreprises qui ont éventuellement la même taille, qui se retrouvent côte à côte, et il va falloir tout un ensemble pour coordonner le travail entre ces deux organisations,
pour coordonner tout simplement le management de ces deux organisations. Donc déjà, il y a une première question. Qui va s'occuper de ça? Et a-t-il les capacités, a-t-il les moyens, etc. Et il y a une deuxième question qui va travailler sur l'intégration des deux structures, pour que les deux structures travaillent ensemble. Mais il y avait aussi des contraintes sur l'organisation elle-même, puisqu'il va vous falloir mettre en place une nouvelle hiérarchie. Et cette nouvelle hiérarchie, elle porte des messages en soi. Est-ce qu'on va se transformer en impérialiste et expliquer que maintenant, les nouveaux chefs, c'est tous les gens qui étaient chefs dans l'ancienne structure, de la structure initiale, de la structure qui rachète, dans la structure qui vient imposer sa loi. Et puis, tout aussi problématique comme question est comment annoncer ça? À quel moment? À qui? Le deuxième aspect sur lequel il va y avoir des tensions, ce sont les valeurs. Est-ce qu'on va être dans un clash de valeurs ou dans un mariage heureux? Et ça, c'est un sujet qu'on peut aborder de deux façons. La première façon, c'est au travers de la trifonctionnalité. On en a beaucoup parlé ici. Georges Dumézil, un historien français du XXe siècle, qui est repris par un consultant français assez doué qui s'appelle Patrick Mathieu. Georges Dumézil travaille sur les dieux des civilisations antiques. Il s'aperçoit que dans la plupart des civilisations, il y a toujours les mêmes types de dieux, le souverain, le guerrier, le producteur. Et Patrick Mathieu, lui, il voit que ça se reflète aussi dans les entreprises modernes. Dans les marchés qui sont bien matures, eh ben, on trouve toujours un leader souverain, un leader guerrier, un leader producteur. Par exemple, la téléphonie mobile. Vous voyez, Orange, SFR, Bouygues Telecom se partageaient très très bien le marché. La location auto, le luxe, les fromages. Hein, et vous voyez, dans les fromages, Lactalis, ils ont pris un nom latin, donc ça tout ce côté de l'intemporalité qu'on attache au souverain. Il a des marques qui s'appellent Président. Est-ce qu'on peut être plus souverain que ça? Bell, c'est les guerriers. Ils font du fromage qui ne ressemble pas au fromage. Ils réinventent les codes du fromage. Et ils font la vache qui rit, ils font le Babybel, ils font… Voilà, c'est pas du fromage, mais c'est du fromage. Et puis, Bongrain, c'est littéralement, d'abord, il ne s'appelle plus Bongrain, il s'appelle Savencia. Donc, il y a tout le côté du producteur, des saveurs, de profiter de la vie, etc. Et les marques Caprice des Dieux et la façon dont ils font leur pub, tout ça, vous voyez, ça décrit très, très bien ces trois façons d'aborder un même marché, une même activité. Et l'incompatibilité, en fait, on la voit par exemple quand on regarde le groupe LVMH, qui est un groupe souverain et qui a toutes ces marques qui se retrouvent, qui sont des marques souveraines. Hein, Guerlain, qui est le parfumeur des empereurs depuis tout le temps, depuis Napoléon, Hennessy, fondé en 1765, tout ça, on est dans l'intemporel. Etc. Et puis là, vous voyez qu'il y a une anomalie. Ils ont acheté Kenzo. Eh bien, ça ne s'est jamais bien passé avec Kenzo. Kenzo, c'est un producteur et ils se comprennent mal. Donc, ils ont viré Kenzo. Ils ont dû quasiment reconstruire la boîte de zéro. Alors, pour aller plus loin dans ces théories, vous voyez que Patrick Mathieu lui dit qu'en fait, à chaque fois, quand vous êtes un producteur, vous avez moyen d'être un producteur guerrier ou un producteur souverain. Quand vous êtes un souverain, vous avez moyen d'exprimer par le producteur ou par le guerrier votre façon de faire. Pourquoi je vous raconte tout ça? D'abord, vous pouvez en voir une description plus complète dans la deuxième partie de ce livre, qui est celle que Patrick Mathieu a écrite et qui décrit des entreprises du luxe qu'on connaît souvent assez bien et qui les répartit dans les différentes catégories et qui explique en quoi elles sont différentes catégories. Pourquoi on fait cette approche par la trifonctionnalité? Parce que finalement, vous allez exprimer une de ces catégories et celui que vous allez acheter va probablement être ailleurs. Et si c'est le cas,
il va falloir identifier les complémentarités. Et puis, il va falloir aussi éventuellement, à défaut, regarder les individus et voir lesquels finalement ont le plus de compatibilité. Mais vous avez toujours moyen de dire à quelqu'un qui est un producteur, quand vous êtes un souverain producteur, par exemple, de dire, en fait, ton producteur peut m'être utile pour la façon productrice que j'ai de réaliser ma souveraineté. Bref, donc c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail, mais je vous engage à regarder un peu ces histoires de fonctionnalité. C'est une façon d'approcher le problème de valeur que vous risquez d'avoir. Donc, on se posait la question de clash ou mariage heureux. Parce que clash, en fait, c'est la question de la résistance. Vous voyez, le problème, c'est que vous allez acquérir une entreprise avec des collaborateurs qui ont fait allégeance. Allégeance à un drapeau ou à un autre, ou allégeance à un clan. Hein, avec les mafieux, ils vont jusqu'à se tatouer sur la peau leur appartenance. Et les collaborateurs, si vous voulez, au début, ils n'ont aucune allégeance. Hein, ils sont dans leur canapé, bloqués, ou alors avec leur groupe, ils font la fête. Et à un moment, vous leur dites Join the army. Et ils acceptent de le faire. Et là, vous voyez, l'armée britannique, elle parle d'appartenance. Et le problème, c'est qu'ils vont aller jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, c'est y compris le licenciement. Donc, vous avez un risque de vous retrouver face à des collaborateurs qui préféreront se faire licencier plutôt que d'avoir l'impression de renoncer à l'essence de ce qu'est la cible que vous rachetez. Et c'est en même temps ce que vous leur demandez. Vous leur demandez d'être fidèles à l'entreprise. Donc, ils sont des bons collaborateurs. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont se faire licencier et ils vont devoir rentrer dans une nouvelle organisation. Et dans cette nouvelle organisation, ils vont se montrer là aussi des bons soldats et ils vont accueillir les valeurs de cette nouvelle organisation et se défendre jusqu'à la mort pour cette nouvelle organisation. Donc, voilà ce qu'il va falloir désamorcer. C'est l'ensemble de ces résistances que vous allez trouver en face de vous. Alors, le deuxième point sur lequel on peut se préparer à l'acquisition, c'est la question des synergies. On peut se poser légitimement la question de cette légende, de ce mythe que sont les synergies. Moi, je préfère qu'on envisage ça comme les nouveaux outils que vous avez dans votre nouvelle boîte à outils qui vous permettent de mieux réaliser votre créativité. Qu'est-ce que ça présuppose? Ça présuppose qu'il va falloir recenser l'ensemble de ces ressources, faire le tour de la boîte à outils et puis jouer avec. Jouer avec pour être de plus en plus à l'aise jusqu'à être capable de vraiment l'utiliser. Donc, en conclusion, les acquisitions, c'est très probablement une bonne chose dans la plupart des cas, mais ce sont des opportunités à optimiser. Et je vous recommande surtout d'être cohérent. Vous êtes nouveau dans l'entreprise, donc vous êtes observé, vous allez être jugé sur vos actes et vous allez être jugé aussi sur vos actions, enfin, sur vos décisions, sur les gens que vous allez promouvoir. Et si vous n'êtes pas cohérent, vous avez le problème de ne pas de croire au bullshit que vous promouvez. Donc, c'est finalement le point clé, c'est le point de cette cohérence que vous allez devoir maintenir dans cette nouvelle organisation que vous abordez et qui va être très, très, très sensible à vos premiers actes, à vos premières paroles, à vos premières décisions. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Jean-Christophe. On peut dire que c'est un sujet majeur pour tous les entrepreneurs et que si vous avez envie ou si vous ressentez le besoin de faire une acquisition, il y a de multiples aspects à évoquer. Jean-Christophe, je commence la première question. On dit souvent
c'est une statistique un peu comme ça qui traîne sans qu'on ait pu remonter véritablement à sa source, qu'il y a 2 fusions sur 3, entendre probablement 2 acquisitions sur 3, qui détruisent de la valeur. Alors, dans ce contexte, finalement, pourquoi recommander aux entrepreneurs, finalement, d'aller procéder à des acquisitions si la probabilité de réussite semble aussi faible d'après le dicton? Alors, il y a plusieurs façons d'analyser ça. Il y a une première qui est souvent ce qu'on étudie dans ces cas-là, c'est des grandes organisations qui publient leurs comptes, qui sont cotées, etc. Donc, ça introduit un biais dans l'analyse. Et le biais notamment qu'il y a assez peu de ces grandes organisations qui sont entrepreneuriales. Il y a une deuxième façon de le regarder, qui est de dire, en général, ce qu'on évalue dans ces moments-là, c'est la valeur financière. Et la valeur financière, si on est en train de parler de ces fameux DCF, et évidemment, on va avoir des désillusions. Et surtout, si on n'y apporte pas cette énergie entrepreneuriale qui fait la différence, qui fait que vous, entrepreneurs, certes, les clients historiques, ils ne sont pas en train de croître de 10%, mais en train de décroître de 5%. Mais ce n'est pas grave, parce que vous allez apporter des clients vous-même, parce que vous allez créer des nouveaux services, parce que finalement, si on s'abstient de regarder qu'est-ce que la boîte historique a fait comme résultat, mais qu'on regarde qu'est-ce que la boîte que vous avez réussi à en constituer avec fait comme résultat, la plupart du temps, vous faites un x2 juste sans vous en apercevoir parce que vous êtes tellement content de ce nouveau jouet. Alors justement, sur cette question du jouet, vous avez peut-être été choqué par l'expression, le choix du mot, et il faudrait probablement, Jean-Christophe, qu'on revienne là-dessus. C'est un sujet en entier. Vous savez que dans la Melson Way, on dit que l'entreprise est au service de l'entrepreneur et pas l'inverse. Alors s'ouvre là un immense champ de nuances avec des mots qui sont tous plus piégeux les uns que les autres, mais gardez cette idée en tête que lorsque Jean-Christophe parle de jouet, il parle en fait d'un objet, et que cet objet, c'est votre entreprise, et que vous pouvez jouer avec, au sens où vous pouvez intervenir, vous pouvez transformer, vous pouvez faire évoluer cet objet en fonction de vos propres valeurs, de votre vision et de la mission que vous allez confier à cet ensemble d'hommes et de femmes dont je vous rappelle qu'ils arrivent le matin et repartent le soir dans votre organisation s'ils le souhaitent. Et donc, c'est notre responsabilité à tous de nous assurer que les gens talentueux sont heureux dans l'organisation. Alors, il y a beaucoup de points dans ton commentaire et dans tes précisions qui sont intéressants. D'abord, évidemment, depuis tout petit, on a appris qu'on n'était pas des enfants gâtés et qu'il ne faut aller surtout pas abîmer ses jouets. Ça, c'est une certitude. Mais surtout, ce que Patrick souligne, c'est que notre vision de l'entrepreneuriat est très probablement en opposition avec une très grande partie de l'analyse économique qui prétend l'entreprise comme étant, au moins dans la théorie de l'agence, comme étant une délégation de pouvoir que les actionnaires donnent à un dirigeant. Et nous, on ne croit pas à ça. Nous, on dit, quand l'entrepreneur est parti et qu'il n'existe plus, certes, c'est tout ce qui reste, des gens qui cherchent à faire perdurer cet esprit et qui en donnent des résultats à leurs partenaires que sont les collaborateurs, les financeurs, les clients, les fournisseurs, etc. Mais pour nous, au cœur de tout ça, il y a l'entrepreneur qui a cette initiative, qui crée l'entreprise, qui la développe, qui éventuellement lui permet d'avoir une vie autonome, mais ce n'est pas l'inverse. Donc, comme Patrick le disait, l'entrepreneur n'est pas au service de l'entreprise au sens premier. Il est au service de la communauté. Il est au service de ses clients pour leur donner le meilleur service possible, la meilleure réponse à leurs problèmes possibles. Il est au service de ses collaborateurs pour leur donner un cadre de travail et d'expression qui soit le plus complet possible. Il est au service
de la communauté en cherchant à rendre l'environnement dans lequel il est le plus acceptable par le plus grand nombre. Mais il n'est pas au service d'actionnaires qui vont lui expliquer que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Il n'est pas non plus l'esclave de son organisation ou de son entreprise. Mais des super sujets, on en a beaucoup comme ça pour les prochaines chroniques. J'ai cru voir une main se lever pour poser une question. Non. Eh bien donc, Une fois, deux fois, trois fois. elles seront donc posées dans les commentaires sur YouTube, sur LinkedIn ou bien dans des sujets que vous voudrez évoquer directement avec votre conseiller de confiance à l'occasion de votre prochaine rencontre ou d'un premier contact avec des gens qui peuvent vous accompagner. Nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, un bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à 10h30 en direct ou bien sûr, en différé sur les chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Merci, à bientôt. Merci et à bientôt. Bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir tout le monde. Bon week-end, merci beaucoup.